Compte rendu de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres du 13 septembre 2019. Ce vendredi 13 septembre 2019 s'est tenue à la Cité de l'Union africaine la première réunion du Conseil des ministres du gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba sous la présidence du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 3 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Rapport du Premier ministre sur les remises reprises entre les membres du gouvernement entrants et les membres du gouvernement sortants, complété par les interventions des vice-premiers ministres, ministre du Budget et celui des Infrastructures et Travaux publics, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi que par le ministre des Finances, respectivement sous le programme de 100 jours et la gratuité de l'enseignement de base. Point 3. Présentation des membres du gouvernement au président de la République et questions d'actualité. Point 4. Divers. 1. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le président de la République a commencé par féliciter les membres du gouvernement pour leur nomination. Il a salué la patience dont le Premier ministre a fait preuve depuis sa nomination jusqu'à ce jour, ainsi que sa détermination à mener à bien l'action gouvernementale. Il a exhorté les ministres à l'exemplarité, à la solidarité et à la cohésion dans l'accomplissement de leur mission. Il a rappelé que par leur nomination, chacun s'engageait à atteindre les résultats attendus du gouvernement. Pour le chef de l'État, le gouvernement doit mettre l'homme au centre de son action, selon sa vision, c'est-à-dire celle qui vise l'épanouissement de l'homme. Le président de la République a invité les membres du gouvernement au respect des valeurs morales et éthiques marquées par un comportement de lutte permanente contre la corruption et les antivaleurs, dans la concussion, le trafic d'influence, etc. Et que toutes les actions qu'entreprendra le gouvernement devront répondre aux attentes de la population et non à la recherche des intérêts personnels. L'épidémie à virus Ebola qui sévit dans 3 provinces de l'Est de la RDC continue à mobiliser des nations. La dernière en date, les États-Unis d'Amérique qui viennent par le truchement du secrétaire d'État américain en charge de la santé et des services humanitaires d'annoncer leur appui à la RDC en soutenant les efforts locaux et internationaux. Le pays de l'oncle Sam et le Congo de Patrice Emery Lumumba entretiennent depuis des lustres des relations dans plusieurs secteurs de la vie sociale, notamment la formation du personnel sanitaire spécialisé dans l'épidémiologie. Le secrétaire d'État américain Alex Azar a exprimé l'engagement de l'administration Trump de travailler ensemble pour éradiquer la maladie et arrêter la progression du virus. Le gouvernement américain est très engagé aux côtés de la République démocratique du Congo, pas simplement pour maîtriser ou contrôler cette maladie à virus Ebola, mais également pour renforcer le système de santé dans son ensemble afin de faire face à des maladies comme la rougeole, le paludisme et beaucoup d'autres affections et renforcer le système de santé dans son ensemble. Voilà donc les États-Unis constituent les plus grands partenaires d'aide à la RDC dans la lutte contre cette maladie à virus Ebola. Notez que les États-Unis ont déjà contribué pour environ 150 millions de dollars dans cette lutte contre la maladie à virus Ebola et ils ont également contribué pour environ 230 millions de dollars pour le développement du vaccin, mais également des thérapeutiques, donc des médicaments qui pourraient aider à soigner des malades qui souffrent d'Ebola. Le ministre congolais de la Santé publique nouvellement nommé par le gouvernement de Ilunga Ilunkamba, M. Eteni Longondo, s'est dit satisfait des relations entre les USA et la RDC et a promis de faire parvenir aux patients victimes de la maladie
À virus Ebola, l'intervention américaine et le vaccin découvert par l'équipe des chercheurs. Là, on a parlé de la coordination des aides qui viennent parce que les Américains sont le plus grand bailleur dans cette lutte ici. Mais nous recevons aussi quelques aides par-ci, par-là. Il faudrait que ces aides soient coordonnées. Et nous allons prendre notre leadership et nous avons promis aux bailleurs de fonds, aux Américains, que nous allons nous assurer pour que l'argent, les ressources que nous recevons puissent arriver au niveau du patient. C'est-à-dire, vous avez entendu parler de business au niveau d'Ebola. Avec mon arrivée au niveau du ministère, je crois que je vais faire tout pour que ces ressources-là soient très bien utilisées et que l'Ebola disparaisse. Il faudrait que nous puissions nous assurer, bien le gérer pour que ça arrive au niveau des malades. Le secrétaire d'État américain de la Santé et Services humanitaires prévoit au cours de sa mission de rencontrer les autorités congolaises et de se rendre dans les zones touchées par l'épidémie, puis éradiquer. De façon globale, cet acte d'engagement pourra vraisemblablement favoriser l'amélioration des performances du programme élargi de vaccination pour la couverture sanitaire universelle afin de favoriser le bien-être de la population congolaise en général et de l'enfant en particulier. Ce qui s'inscrit d'ailleurs dans la mission du PEV, celle de protéger les enfants contre les maladies évitables par le vaccin. Cet acte est une preuve de sa détermination effective à la mise en œuvre des engagements des différentes parties prenantes. Afin d'assurer le suivi régulier des cadres de redevabilité de toutes les parties et la mise à jour de réalisation des engagements à tous les niveaux de notre système de santé, le président de la République a jugé nécessaire qu'une réunion d'évaluation soit organisée tous les 6 mois. Ce document signé par le chef de l'État, les gouverneurs des provinces ainsi que les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé a été donc officiellement remis au ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo, par le conseil spécial du chef de l'État en charge de la couverture de la maladie universelle. Le suivi de la mise en œuvre de ces engagements est impératif pour se rassurer de l'amélioration du financement national en faveur de la vaccination et de l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo et de la mise en œuvre effective de la vaccination en faveur de nos enfants. Il s'y est de rappeler que 24 heures avant, c'est le secrétaire d'État américain à la Santé, Alex Azar, qui s'est entretenu avec le ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo. Washington et Kinshasa entendent bien renforcer leur coopération bilatérale dans le domaine de la santé. Le gouvernement américain s'engage ainsi à soutenir à long terme la RDC dans l'amélioration des infrastructures sanitaires afin d'offrir et de garantir les services de qualité à la population congolaise. Une réunion avec les services techniques pour passer en revue les projets de loi des finances 2020. Le vice-premier ministre en charge du budget, Jean-Baudouin Mayomambeki, a réuni les experts de son secteur pour jeter les bases de ces projets de loi, en dégager les grands axes à la veille de l'ouverture de la session budgétaire au Parlement. La deuxième préoccupation était relative à la préparation du budget de l'exercice 2020. Nous continuons la réflexion et nous allons soumettre notre note à son Excellence Monsieur le Premier ministre qui nous donnera des instructions pour la suite afin de saisir, c'est lui d'ailleurs qui, le moment opportun, après délibération du Conseil des ministres, saisira le Parlement. Cependant, une mise au point détail après l'examen du budget rectificatif 2019 et contrairement aux mauvaises langues, le programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi n'a jamais été extra-budgétaire. Contrairement à ce que d'aucuns pensent, le programme de 100 jours n'est pas un programme extra-budgétaire. Le budget 2019 avait prévu des fonds pour les investissements. Donc, c'est un programme qui s'insère bien dans le budget 2019.
Un état des lieux sur le projet de loi des finances 2020 qui a permis également d'examiner un certain nombre d'actions à réaliser, notamment les travaux techniques avec le Fonds monétaire international dans le cadre de la mission de consultation au titre de l'article 4 de ses statuts. Ils étaient 5 ambassadeurs à présenter tour à tour à la ministre des Affaires étrangères Marie Toumba-Nzeza les copies figurées de leurs lettres de créance. La patronne de la diplomatie congolaise a reçu Luc Attanasio, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Italie, qui a proposé d'apporter l'expertise de son pays à la République démocratique du Congo dans les domaines agricoles et de fiscalité. Il a en outre plaidé pour la reprise de l'adoption des enfants, pratique interdite en République démocratique du Congo il y a 4 ans. Le diplomate italien a également proposé un partenariat avec la République démocratique du Congo dans les domaines culturels et de la défense. Henri Rasbrand, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Suède, a été le deuxième à se présenter auprès de la ministre des Affaires étrangères. Son pays compte renforcer les relations avec la République démocratique du Congo dans les domaines politiques avec l'implication des femmes. La Suisse a, à travers son représentant Roger Denzer, réitéré son soutien dans le domaine alimentaire par les biais de la MONUSCO et du PAM. Elle a promis également de plaider auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour que l'enveloppe financière de la République démocratique du Congo soit revue à la hausse. La Belgique et l'Union européenne ont été les derniers à fouler les ministères des Affaires étrangères. Leurs entretiens avec la ministre des tutelles Marie Toumba-Nzeza étaient axés sur le renforcement des relations et la création d'un partenariat basé sur la confiance mutuelle. Un partenariat gagnant-gagnant pour trouver des solutions aux nombreux défis qui se posent dans les sous-secteurs de l'éducation avec cette grande innovation, la gratuité de l'enseignement des bases. En ce qui concerne la situation des enseignants non payés et les nouvelles unités, le ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Willima, accompagné du ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo Bosongo, révèle que 34 000 non payés et nouvelles unités seront prises en charge par le gouvernement dès le mois de septembre contre 15 000 prévus initialement. Puisque vous et nous sommes animés d'une grande volonté de faire avancer les choses. Et je demeure respectueux du principe de partenariat. Principe de partenariat comme mode de gestion, comme mode de dialogue. Un dialogue social qui sera institué dès maintenant. À ce titre, je reste vraiment ouvert à toutes les sollicitations pour la recherche de voies et moyens du développement de notre secteur. Une bonne nouvelle, fort saluée par les bancs syndicales qui se rangent derrière l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'amélioration des conditions salariales des enseignants. La ministre de la fonction publique a réitéré la volonté du gouvernement de la République de signer un protocole d'accord avec les bancs syndicales, en plus de l'envoi de missions en provenance pour le nettoyage du fichier des enseignants. Protocole d'accord, c'est-à-dire que le train est en marche, n'est-ce pas? Chaque partenaire, chaque partie prenante est en train de vouloir honorer son engagement tant soit peu. Et c'est un acte que nous, gouvernement, nous saluons. Et nous espérons que nous allons continuer ainsi jusqu'à atteindre notre objectif, lequel c'est l'amélioration des conditions de travail et de vie de l'enseignant. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du nouveau leadership tant à la tête du pays qu'au niveau du ministère. Esprit de vie est un programme du gouvernement. Dès lors, le ministre des Transports et Voies de Communication se doit de veiller sur le bon fonctionnement du parc en accord avec les concessionnaires. Les bus qui sont passés de 250 à 490 à ce jour, mais tous ne sont pas opérationnels. Au cours de cette rencontre avec les nouveaux patrons des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga Mukanzu, l'association des exploitants de bus Esprit de Vie, APEFCO, GIT et la coordination ont expliqué à l'autorité les pourquoi des arriérés de remboursement des crédits pourtant rabattus à $600 par mois au lieu de $1110 au départ. L'avarie des moteurs, les manques de pièces de réchange, la dépréciation monétaire
Autant de facteurs qui plombent le fonctionnement des bus, ont expliqué les exploitants. Qu'à cela ne tienne, le ministre Didier Mazenga, ensemble avec le vice-ministre Jacques Youma, sont déterminés à mettre de l'ordre et à insuffler une impulsion nouvelle dans ce secteur. Nous sommes engagés à pouvoir faire l'état des lieux du ministère. Aujourd'hui, c'était le tour avec les ONG qui étaient censés pouvoir distribuer le bus communément appelé Esprit de vie. Nous avions échangé et je me suis engagé de pouvoir continuer l'œuvre et j'ai promis de pouvoir formaliser la coordination pour permettre à rendre crédible ce projet. Esprit de vie est l'antithèse d'Esprit de mort, un programme gouvernemental dont la création remonte en 2014. L'inscription à l'état civil des enfants spécifiquement, les nouveau-nés, un droit garanti par la loi. Il en a été question au cours des échanges entre la ministre d'État en charge du genre, enfants et famille, Béatrice Lomea Atilité, et la ministre provinciale de la Mongala, Marguerite Ruth Alongilizala. Un échange fructueux qui a permis à la ministre provinciale du genre de la Mongala de se faire une idée sur la faisabilité et les comment procéder pour sensibiliser et recueillir l'adhésion d'un grand nombre. Par la suite, la ministre d'État du genre, enfants et famille a ouvert ses portes à une délégation des femmes du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses venues féliciter la patronne du genre, l'une des leurs, élevée au rang des ministres d'État. Béatrice Lomea Atilité, un modèle, une référence de l'émergence d'une nouvelle classe des femmes qui s'affirment par les savoir-faire, les savoir-être, traduisent en actes les concepts parité. Les femmes méritent considération et respect au regard de multiples fonctions qu'elles exercent dans la société. Travailleuses, éducatrices, responsables des ménages où elles parviennent à nouer les deux bouts du mois. Et les femmes prêtent aussi leur expertise au sein des institutions du pays. Elles sont actrices de développement. Considérant le nombre important des femmes dans des églises de réveil, elles, étant exemplaires, sont appelées à jouer le rôle des piliers dont la sensibilisation des valeurs positives. S'inspirant de l'adage suivant, à côté d'un grand homme se trouve une grande femme, le président des églises de réveil du Congo vient d'introniser une femme à la tête de cette structure religieuse. Cette femme aura la charge de susciter un éveil de conscience en vue d'un Congo meilleur. C'est lui qui a la charge de présider aux destinées de toutes les églises de réveil de la République démocratique du Congo se veut rassurant. La femme est une intelligence. Le défi est une victoire. Les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Nous saisirons toutes les opportunités qui se présenteront devant nous pour faire la différence. Je dirais à toutes les femmes, soutenez-nous la main dans la main pour faire une équipe de gagnantes afin de relever tous les défis. Ayez confiance en nous les femmes. Je vous remercie. Les églises de réveil doivent constituer un corps pour accompagner le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui tient à reconstruire un Congo fort, uni et prospère. Présenter et partager les informations de la coopération japonaise sur la gestion des forêts en République démocratique du Congo. Voilà l'objectif de la visite de courtoisie de Shibata Kazunao, représentant résident de la JICA au cabinet de travail du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Bazibou. Et en effet, j'ai expliqué plusieurs interventions de la coopération en RDC. Par exemple, le projet de renforcement du système de surveillance forêt par la télédiction, mais aussi notre projet intégré dans la province de Kwilu pour réduction de gaz à effet de serre à cause de dégradation et déforestation et dégradation des forêts avec agroforesterie dans 250 villages et 5000 hectares de terrain. L'Agence japonaise de coopération internationale se félicite de savoir que Maître Claude Nyamugabo Bazibou, ministre de l'Environnement et du Développement durable, s'est dit content de cette coopération sur la gestion des forêts et des déchets. La délégation japonaise a également présenté ses civilités et félicitations au ministre pour sa prise de fonction dans ses premiers gouvernements de coalition.
Chaque saison agricole apporte son cortège de réalités au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamaka CC. Si la saison dernière, l'on a connu une production agricole inattendue, il n'en est pas le cas aujourd'hui pour la saison agricole 2019-2020. Le service national a mis les bouchées doubles pour que tout soit ordonné et faire des choses autrement au cours de la saison agricole en cours. Le commandant du service national, le général Jean-Pierre Kabongo Kabouik, a pris toutes les dispositions pour réaliser 1500 hectares pour la saison 2019-2020 avec l'acquisition des tracteurs de grande puissance, des engrais en quantité industrielle, des semences, des herbicides sans oublier un nouveau sémoir et autres pulvérisateurs de haute technologie. Il y a de quoi s'attendre à une grande moisson. Pour cette année, les efforts ont été fournis et le gouvernement a été sensibilisé. Il y a eu quelques moyens qui ont été mis à notre disposition, nous ne pouvons pas les nier. Les engrais ont bien été mis à notre disposition, la sémence, l'herbicide, même les machines. Aujourd'hui, vous pouvez voir quel type de machines nous avons pour vous dire que nous avons tiré les leçons de l'année passée. La sensibilisation au niveau du gouvernement a été faite. C'est vrai, mais nous allons faire 1500 hectares. Comparé aux 200 hectares de l'année passée, c'est x7. Si au moins chaque année, on peut multiplier par 7, cela signifie que l'année prochaine, la campagne prochaine, on va faire 10 000 hectares. Et nous sommes heureux. Plus rien ne peut arrêter la détermination des autorités du pays de faire le service national un instrument de développement entièrement au service du peuple congolais afin de contribuer à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Pas de temps à perdre aux affaires sociales. L'heure est au traitement des dossiers urgents. Tout d'abord, des orientations au personnel pour l'efficacité dans les travails. La ministre des Affaires sociales, Rose Boyata Monkajou, a accordé une audience à une délégation du Fonds national de promotion et des services sociaux, conduite par sa directrice générale, Alice Mirimo, venue présenter 2 projets d'intérêt communautaire. Je suis venue pour lui annoncer 2 projets importants qui sont en cours d'exécution. C'est d'abord le projet en rapport avec la sortie des enfants dans les mines artisanales de cobalt qui a été lancé le 27 août à Kolwezi. Aussi, le deuxième projet que je suis venue présenter à son Excellence Madame la Ministre, c'est le projet en rapport avec le programme d'urgence de développement communautaire pour l'emploi des jeunes et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. La représentante de l'ONU Femmes, Awan Ndiaye, est entrée en contact pour la première fois avec la ministre des Affaires sociales pour évoquer des questions liées au domaine des collaborations entre les 2 parties. Ma visite aujourd'hui était pour venir lui réitérer nos félicitations en tant qu'ONU Femmes, en tant que partenaire, lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle mission, mais également échanger avec elle sur les domaines dans lesquels nos 2 institutions pourront collaborer ensemble. Et pour approfondir cette question, la ministre des Affaires sociales, Rose Boyata Monkajou, a conduit son hôte auprès de la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambodiata, pour examiner les matières spécifiques communes. Pour le gouverneur de la province de Mai-Ndombe, Paul Mpoutou, le Mai-Ndombe est une province post-conflit qui nécessite une attention particulière des pouvoirs publics. Il était temps que la République démocratique du Congo soit dotée d'une politique nationale d'aménagement du territoire comme cadre de planification spatiale du développement durable. Cette matière, qui relève du département hautement stratégique et important au sein du gouvernement, a été confiée à un chevronné à la personne de AG Aj Matembo Toto. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, y a accordé une importance particulière lors du premier conseil des ministres. Il a donné des orientations claires et précises pour le bon fonctionnement de ces ministères. Pour nous, nous disons que c'était une belle occasion parce que le chef de l'État a été clair dans ses propos. Il nous a donné d'abord sa vision, il nous a donné ses orientations et nous pensons que chacun dans son secteur doit chercher à faire mieux qu'avant parce qu'il a considéré que sa vision et son action est focalisée sur l'homme, son bien-être. Donc chacun dans son secteur doit chercher à tout prix que le bien-être de l'homme congolais soit garanti.
Des réformes dans ces secteurs sont envisagées dans le tout prochain jour à Ranchéry, AG, Ajmatembo-Toto. Cette visite dans les installations de l'Institut national de préparation professionnelle est la première étape d'un grand projet de transformation de l'énergie des combattants de l'UDPS en des compétences prêtes à accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et surtout à contribuer au développement de notre pays. Au cours de cette visite guidée, les jeunes de l'UDPS se sont rendus dans différents ateliers, c'est pour s'imprégner des filières. Le froid, l'électricité, l'électronique, la menuiserie à l'aluminium, la mécanique industrielle, mécanique auto, c'est sans se passer du bâtiment. C'est avec des ouvriers qualifiés que notre pays compte construire le port à eau profonde des Bananas, le grand projet Inga 3, les routes, les voies ferrées. Et les jeunes de l'UDPS ne manqueront pas à ces rendez-vous. Ils se préparent. Nous avons amené ici les jeunes de l'UDPS. Dans l'ancien temps des combattants, ils avaient beaucoup d'énergie pour descendre dans la rue pour réclamer et revendiquer l'état des droits. Aujourd'hui, le parti est au pouvoir. Nous devons donc transformer ces énergies en compétences. Et là, l'accompagnement de l'INPP est important. Pour y arriver, le chef de l'État devra nous appuyer, ainsi que tout le gouvernement. Ils ont donc dit leur remerciement au président du parti, Jean-Marc Kabound, et surtout au secrétaire général, Augustin Kabouya. Plus de 4 mois après sa réapparition et sa présentation à la presse par les présidents du Conseil national de suivi, l'accord, la Saint-Sylvestre, Joseph Olengankoy, l'ancien député national, Limonon Tsemi, a tenu cette fois, comme il avait promis, de fixer l'opinion sur les grandes questions de l'ère en République démocratique du Congo. D'entrée les jeux, les chefs spirituels de Bundu Yamayala, Limonon Tsemi s'est montré un chaud partisan de l'unité, la cohésion nationale dans un esprit de parfaite réconciliation. Sur les plans strictement personnels et isant de ses droits le reconnu par l'État congolais, il a fait un double plaidoyer en faveur du paiement de ces indemnités connues sous l'appellation la sécurité sociale des parlementaires. Enfin, il a estimé que ça serait vraiment justice si devenait effective la réparation des dommages matériels causés en sa résidence.